Et bienvenue à toutes et tous pour ce numéro consacré à des courts primés, donc des courts-métrages qui ont été sélectionnés dans divers festivals et qui ont même eu une carrière assez intéressante, comme vous allez le voir. Sans plus attendre, je vous propose qu'on passe tout de suite au premier film. Bonjour. Bonjour. C'est quoi le problème, les deux, là? Vous avez jamais rien vu? Ah, mais on n'est pas au zoo, là. On n'est pas à Thoiry, les gars. Eh ben, qu'est-ce qui vous prend? Ils vous ont rien fait? Mais regardez, ils arrêtent pas de se foutre de ma gueule. Mais non, laissez. Je vois pas beaucoup de monde passer ici. 5 €, s'il vous plaît. C'est quoi le problème? C'est mes pompes, c'est ça? C'est mes fringues dégueu? Tu t'es regardé, pauvre type? Ouais, oh, ça va pas là. Allez, prenez votre carte. Passez une bonne journée. Tu t'es va. Au revoir. La dormance de Vincent Malaisé. Vincent, c'est un réalisateur de 48 ans qui vit sur Angers. Dans nos échanges, il me précise qu'il s'est réveillé il y a 5 ans avec l'envie de retrouver ce qu'il faisait avec ses potes quand il était gamin et avec un petit caméscope, à savoir faire des films. C'est à ce moment-là qu'il a créé, pour ce faire, l'association Court et 49. Le point de départ de La Dormance, c'est qu'en fait, Vincent avait réalisé juste avant un court-métrage qui s'appelle Madeleine, qu'on peut voir aussi sur sa page Vimeo, bien sûr je vous mets les liens dans la description. Et il avait une petite frustration puisque malgré un accueil quand même assez favorable au niveau professionnel, il se rendait bien compte qu'il y avait une espèce de carence au niveau de la direction d'acteur. Et donc il ressentait le besoin de travailler plus en profondeur cette direction d'acteur. Il a écrit son scénario en pensant justement à ce qui pourrait lui donner l'occasion de travailler, un petit peu, dit-il, comme un devoir d'école, étant complètement autodidacte. Le film a été produit par l'association Court et 49, qui réunit des amateurs qui veulent faire des films, mais il a surtout bénéficié d'une subvention par le biais d'un mécène. Il faut surtout savoir que Vincent, pour trouver sa comédienne principale, a passé une annonce sur le site cinéaste.org et il a reçu pas moins de 60 candidatures. Au final, il n'en a gardé que 4. Et Aurélie Garot, qui a été choisie, a été de loin celle qui l'a le plus marqué. Je cite: « Je lui dois beaucoup, le film repose sur elle, toutes les larmes sont des vraies ». Ce court-métrage a été sélectionné dans 70 festivals et a obtenu une vingtaine de prix, dont la moitié pour Aurélie Garot, qui incarne le personnage principal. Qu'est-ce que ça raconte? On découvre le personnage de Mélanie, une femme qui vit apparemment dans sa voiture et qui semble marquée par les épreuves de la vie, ce qui est souligné par une allure négligée que ne manque pas de remarquer 2 clients dans un bar tabac où elle va s'acheter une carte téléphonique. Là-dessus, Mélanie passe un coup de fil et on comprend très vite que son fils lui a été retiré, placé dans une famille d'accueil. Elle ment sciemment à l'assistante familiale. Vous savez, je vais mieux. J'ai un travail, un appartement. L'assistante familiale cède et Mélanie, c'est son prénom, peut enfin parler à son fils, lequel coupe court à la conversation en disant qu'il ne veut pas la voir. Déchirée, Mélanie va s'acheter de l'alcool dans un supermarché. Elle boit beaucoup. Elle s'amuse avec un faux pistolet dans une jolie scène, mais un petit peu dérangeante. Et elle finit par avoir une étrange conversation avec un certain Steph sur un ponton, un jeune homme qui lui reproche très vite sa condescendance de tout à l'heure dans le bar tabac avec les 2 clients. Tout ça avant de lui rappeler sa culpabilité. J'ai trop besoin de toi, Steph. Si tu savais à quel point tu peux me manquer, c'est... Oui, parce que Steph et une autre femme sont morts à cause de Mélanie, laquelle va continuer de boire et de ressasser toute la nuit ses souvenirs plus ou moins fabriqués avec son fils, tant et si bien qu'elle ne se réveille pas pour aller travailler. Et l'agriculteur qui l'avait embauché ne mâche pas ses mots. Et si une parole, c'est une parole, J'aurais pas dû t'ouvrir ma porte. Tu
veux me faire crever, putain, ou quoi? J'ai besoin de ce travail. Mais tu peux t'en prendre là toi-même. Passe au bureau, j'appelle Jérôme, on va te payer ce qu'on doit, puis t'en profites pour prendre ton courrier qui s'agglutine, là, parce que même ça, tu prends pas la peine de le faire. S'il vous plaît. Arrête Mélanie, c'est mort. Alors, Mélanie va faire un choix crucial que je vous laisse découvrir, bien évidemment. Regardez ce film. Premier intérêt pour moi dans La Dormance, c'est waouh, la comédienne. C'est assez rare de tomber sur une interprétation aussi juste et simple à la fois. Aurélie n'hésite pas à s'en les dire alors que c'est clairement une belle femme. Et elle n'hésite pas non plus à montrer toute sa fragilité en même temps qu'une sorte de colère sourde. Donc bravo à elle, hein, évidemment, hein, tous les prix qu'elle a reçus sont totalement mérités. Autre chose qui est très appréciable, c'est, on peut dire, l'intelligence de l'écriture, avec la mise en abîme du thème et du titre à la fois, la dormance, un terme qui désigne toute forme de vie ralentie et dont l'agriculteur parle à un moment. Mélanie elle-même est en quelque sorte en dormance et elle espère juste pouvoir retrouver une forme d'épanouissement, en tout cas une porte de sortie au bout du tunnel. Encore un autre intérêt, c'est la mise en scène qui, sans être très inventive ou inattendue, s'avère redoutablement efficace. Vincent fait le choix d'une mise en scène quasi téléfilmique, mais dans le bon sens du terme. Oui, il y a de très bons téléfilms, et ça n'a vraiment rien de péjoratif, ce que je dis là, c'est juste qu'il est dans l'économie d'effets de mise en scène, au niveau de la caméra, de la lumière, etc. Plutôt que de faire de la recherche esthétique, formelle, Vincent fait le choix, et il a raison, de se concentrer sur la direction d'acteur. De cette façon, il permet à Aurélie de porter tout le film dans un jeu tout en finesse, et surtout il lui permet de dévoiler une grande sensibilité en même temps qu'une vraie force de caractère. On sent bien qu'ils se sont laissé le temps. Vous savez, le temps, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important sur un tournage. Certainement, avant et pendant le tournage, ils se sont donné vraiment le temps d'essayer des choses, de se surprendre, notamment, je pense, à travers des improvisations, ce qui donne au final quelque chose de toujours très spontané et authentique. En même temps, Vincent ne s'interdit pas non plus quelques incursions dans le genre, avec des toutes petites touches, comme par exemple la scène du ponton, avec un effort sur la lumière, qui stylise un petit peu, et des ralentis aussi, toujours autour de cette scène du ponton, qui est un peu un point de bascule dans le film. Le tout souligné par une musique de plus en plus rock. Stéphane, mais regarde-moi là, je suis une clocharde. Stéphane, qui accentue à la fois l'irréalité et aussi la grande détresse que traverse le personnage. Vraiment pas grand chose à dire en matière de critique négative, c'est un film très réussi, si ce n'est, peut-être quelques plans légèrement surexposés qui mangent un petit peu le visage et les expressions d'Aurélie. Bon. Et peut-être qu'au final, la seule facilité, peut-on dire, à laquelle cède Vincent dans son film, c'est toujours sur cette fameuse scène du ponton, quand Steph rappelle à Mélanie son crime, même si on n'a jamais vraiment les détails de ce fameux crime. C'est vrai que ça fait un peu une incursion dans le genre, et ça me fait vraiment penser à une scène de révélation classique dans un thriller. Mais même cette petite greffe de films de genre fonctionne à plein régime dans La Dormance. L'histoire avance à chaque scène et on est saisi par l'authenticité qu'insufflent Vincent Malaisé et Aurélie Garot à ce bel exemple de film abouti, réussi parce que sincère et donc légitimement récompensé. Les objets volent vraiment? Ça dépend des points de vue. Et tu pourras poser ta question plus tard. Mesdames et messieurs, à présent, devant vos yeux ébahis, je vais choisir quelqu'un d'entre vous, au hasard. Oui, vous.
Mademoiselle en rouge au fond, venez me rejoindre. L'acolyte d'Oscar Chevillard, Solal Moisan et Daniel Sicard. Il s'agit d'un film réalisé dans le cadre du festival 100 Hours Film Race basé à Atlanta. Il fallait donc écrire, réaliser et post-produire le film en 100 heures, tout en y ajoutant évidemment des éléments imposés, un peu comme le 48 heures Film Project en France. C'est un court-métrage qui a obtenu le prix du meilleur film, de la meilleure composition, de la meilleure photographie et du meilleur acteur pour Marc Faget. Au moment de la réalisation, les trois acolytes, sans jeu de mots, vivaient sur Toulouse. Aujourd'hui, ils sont sur Paris. Comme le film a quelques années maintenant, au moment de la réalisation, en tout cas, Daniel avait 20 ans, Solal 21 ans et Oscar 22. Les trois s'étaient rencontrés pendant leur BTS audiovisuel sur Toulouse. Après avoir fait plusieurs films ensemble dans le cadre et en marge du BTS, Solal et Daniel ont créé le groupe des Indécis, aujourd'hui nommé Curieux. Comme vous pourrez le constater sur la page YouTube de Curieux, allez-y, vraiment c'est très intéressant. On peut compter pas moins de 11 participations en tout à des festivals comme le 48 Heures Film Project et aussi pour l'acolyte, donc au Festival d'Atlanta. Au départ, les trois jeunes réalisateurs avaient simplement envie de raconter la vie d'un homme, mais en y mettant autant que possible des éléments fantastiques. En abordant le thème du rise and fall, à travers les thématiques aussi de l'amour, de la rivalité, du show, avec humour et dans une esthétique un petit peu vintage, avec beaucoup de chaleur dans l'image. C'était surtout pour eux l'occasion de s'exercer, donc c'est un exercice de style, mais surtout ce que je trouve très intéressant, c'est que ça leur a permis de raconter quelque chose qu'ils connaissaient bien, à savoir l'histoire d'un jeune homme qui se lance en fait dans une carrière artistique. Une façon pour eux de parler de ce qu'ils traversaient à ce moment-là, comment on se sent à la fin de ses études, voilà, on est en train de sauter dans le vide, et donc probablement aussi une manière de se donner du courage. Selon Solal, c'était surtout le travail en équipe qui en fait l'intéressait le plus et qui continue d'être son moteur principal pour toutes les réalisations à venir. Qu'est-ce que ça raconte l'acolyte ? On commence avec un couple dans une rue et leur petit garçon qui fait du vélo et qui va très vite trouver un homme assis sur un banc et qui est en train de jouer avec une balle rouge. Pour intriguer le garçon, l'homme esquisse un tour de magie. Inévitablement, le garçon demande à l'homme s'il est un magicien. Flashback, on se retrouve avec le même homme, jeune, qui vit dans la rue et le froid dans l'indifférence générale. La même balle rouge roule à ses pieds, un peu en mode The Shining, et un type en costume d'un autre temps lui réclame la balle. Le jeune homme la lui balance, mais le type la lui ramène presque au ralenti, ce qui, d'un seul coup, semble intriguer les passants. Et pour cause, le jeune homme est le seul à voir ce type en costume, alors que les passants, eux, ne voient que la balle qui flotte dans l'air, comme attirés par la main du jeune homme, en mode Skywalker. C'est ainsi que commence la carrière de cet illusionniste qui va bien évidemment cacher l'existence de son acolyte mystérieux pour connaître tour à tour le succès, l'amour, l'adversité et les désillusions. Petite anecdote, comme sur tous ces tournages en fait, qui se font vraiment dans une énergie et une précipitation assez extrême, quand on a très peu de temps pour le faire, ils n'avaient pas de figurants, par exemple. Donc, ils ont demandé à des personnes dans la rue de participer pendant une demi-heure, que ce soit dans les scènes du théâtre ou même dans la rue. Et comme c'est souvent le cas dans ce genre de festival, je pense, Oscar me précise qu'ils ont terminé le film et ils l'ont envoyé à la dernière minute. On a avec ce film un véritable feel-good movie qui redonne de l'espoir, et ça c'est pas rien quand même, et qui surtout ravive un petit peu notre âme d'enfant.
La mise en scène, comme la direction d'acteurs et aussi la direction artistique, tout est vraiment concocté aux petits oignons. Et ce, malgré les énormes contraintes d'un concours comme celui-là. Je trouve qu'il y a une grande fluidité de la narration, notamment grâce à des mouvements de caméra très élégants, à une palette de couleurs très riche et à des transitions qui sont, elles, aussi particulièrement bien vues. Il y a aussi ce truc narratif, qui n'est pas inédit, mais qui est très très bien utilisé quand le jeune homme du passé interagit en fait avec le petit garçon du présent. Les objets volent vraiment? Ça dépend des points de vue. Voilà, c'est une petite astuce qui fait bien avancer l'histoire et qui nous surprend aussi. Une chose que j'y ai vue, et je pense pas que je serai le seul, honnêtement, c'est une référence plus ou moins explicite au Prestige de Christopher Nolan. Bien sûr, le thème de l'illusionniste, la rivalité aussi entre deux ennemis jurés, et bien sûr le rapport de l'illusionniste à sa bien-aimée. Il fallait absolument que j'en parle parce que c'est vraiment mon Nolan préféré et que je trouve que c'est une des plus belles métaphores sur la création cinématographique. Et justement, là où je trouve que ces réalisateurs tapent complètement dans le mille, c'est que, en fin de compte, on a une métaphore de ce que eux traversaient, ce que je disais dans l'introduction. Quelque part, c'est ce qu'on a avec ce personnage de l'acolyte, donc mystérieux, à souhait, et qui incarne en fait la créativité et le besoin de trouver une forme de confiance quand on est un jeune artiste et qu'on est au tout début de sa vie d'adulte. C'est vraiment très bien vu et c'est pas pour rien que le film a trouvé son public. Comme pour La Dormance, je trouve pas de réel gros défaut à ce court-métrage, à part peut-être un léger ventre mou, comme on dit, en milieu de film. Et je pense que c'est dû à des éléments qui sont un petit peu gratuits et qui viennent un peu encombrer l'histoire, comme cette histoire de rivalité avec un autre illusionniste qui, au final, est jamais vraiment exploité, et aussi l'idylle amoureuse qui, on le sent bien, ne sert qu'à faire avancer l'intrigue. Mais je retiens surtout que le pari est très largement gagné avec cet acolyte qui non seulement nous fait passer un beau moment, plein d'humanité, de fraîcheur et d'innocence retrouvée, mais prend surtout la forme d'un conte moderne pour évoquer brillamment le saut dans le vide que tout le monde connaît en passant à l'âge adulte. Ce qui ne nous tue pas nous rend fragiles, nous détruit, nous change complètement, nous fait perdre du temps, de l'énergie, souvent des amis, nous prive de plusieurs années de bonheur parce qu'on est trop occupé à se reconstruire pour avancer. Et parfois, ce qui ne nous tue pas nous laisse exactement comme avant. Parce que si c'est dans ta personnalité d'encaisser les chocs plus facilement qu'un autre, personne n'a le droit de te culpabiliser de ne pas être impacté. Et quand on survit à ce qui ne nous a pas tués, on ne devient pas un survivant. On n'a pas gagné de super pouvoirs, on n'a pas acquis la sagesse des anciens. On confond souvent la sagesse avec la maturité, et on confond parfois la maturité avec le fait d'avoir perdu une part de son innocence et de sa naïveté. Et c'est souvent ça que les gens qui se reconstruisent doivent apprendre à retrouver. La légèreté. Parce que tout est devenu plus grave. Même l'air semble plus lourd. Souvent, on ne retrouve pas vraiment la légèreté. On apprend juste à vivre avec une pesanteur différente. Et quand on arrive à s'habituer à cette nouvelle lourdeur de l'air, qu'on apprend à respirer différemment, à se mouvoir différemment dans l'espace pour retrouver le contrôle de notre corps, quand on y arrive, les gens nous félicitent. On nous applaudit pour notre résilience. Ce qui ne nous tue pas d'Alexandra Mignin. Alexandra, c'est une jeune réalisatrice de 31 ans, originaire de Paris et qui vit actuellement sur Montreuil. Elle est passionnée de cinéma depuis l'enfance. Et à 11 ans, elle décide de devenir monteuse parce que, je cite, « J'aime tellement le cinéma que je veux être la première à voir les films. Et donc, quoi de mieux pour être la première à voir les films que d'être celle qui les monte ?» Son parcours rapidement, elle a suivi une option cinéma au lycée, elle est détentrice aussi d'un BTS en montage et post-production et elle a aussi une licence en réalisation. Elle travaille comme monteuse et chef-monteuse depuis 2009-2010, sachant qu'en parallèle, elle a aussi une carrière de mannequin, donc quelqu'un qui a quand même beaucoup de cordes à son arc. Alors elle me précise qu'elle adore toujours autant le montage, mais depuis quelques années, elle ressent vraiment le besoin de raconter ses propres histoires. Bon, Alexandra, c'est quelqu'un qui a été bloqué assez longtemps par le syndrome de l'imposteur, mais fin 2018, elle a une idée de film et elle écrit un scénario qu'elle soumet à une connaissance, un réalisateur qui a aussi une boîte de production, simplement pour lui demander son avis. Et là, son ami lui répond « Non seulement ça vaut le coup que tu fasses ce film, mais en plus, je te le produis ».
Donc en décembre 2018, elle réalise son premier court-métrage, Je suis nu, qui parle de revenge porn, un sujet ô combien et malheureusement d'actualité. Et tout de suite, elle obtient de très très bons retours sur le film, sélectionné au Nikon Film Festival. La vidéo devient virale, plus de 300 000 vues pendant la compétition, même si au final, cette année-là, Je suis nu n'a pas obtenu de prix au Nikon. Depuis, il a été sélectionné dans plus de 50 festivals à travers le monde, en obtenant notamment le prix Elles font YouTube au festival Frames de 2019. Elle continue de développer des projets de films plus longs et aussi de séries pour lesquelles elle a la chance d'obtenir même l'attention du CNC. De quoi ça parle, Ce qui ne nous tue pas? Il ne s'agit pas vraiment d'une fiction, mais plutôt d'un essai filmique, on pourrait dire, construit autour du monologue aux accents clairement autobiographiques, dit par Alexandra. Et on commence avec le fameux proverbe « Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts ». Et tout de suite après, l'affirmation « C'est faux ». Et en 8 secondes, on a déjà tout l'objet de ce court-métrage de 6 minutes, diablement efficace, qui vient de remporter le prix du jury au Festival Frames 2020. Juste le festival où sont récompensés les youtubeurs et les vidéos les plus sensationnelles de l'année. Ça va. Sans oublier que ce court-métrage, à l'instar de son précédent, Je suis nu, rencontre un succès phénoménal sur YouTube depuis sa publication le 21 septembre 2020. Alors au départ de ce court-métrage, Ce qui ne nous tue pas, en juillet 2020, pendant une nuit d'insomnie, Alexandra ressasse plein de choses qu'on lui a dites. Elle me dit « ça tourne ». Et ça retourne dans ma tête, parce qu'Alexandra a vécu des choses assez graves. Je ne connais pas les détails bien évidemment, mais elle me dit qu'on l'avait souvent accablée quand elle avait du mal à se remettre de ses blessures. Mais à l'inverse, elle constate que depuis qu'elle va mieux, on la félicite beaucoup sur sa capacité à rebondir face à l'adversité. C'est donc ce qu'elle se met à écrire, toutes ses réflexions un peu autour de tout ça, sur son application Notes de son téléphone. Et le lendemain, curieuse de relire un petit peu ce qu'elle avait écrit, elle remet tout ça au propre sur son ordinateur et au final, elle n'a même pas besoin de changer un mot. Le monologue du film « Ce qui ne nous tue pas » est exactement ce qu'elle avait noté sur son téléphone. La résilience, c'est physique. C'est l'aptitude d'un corps à résister à un choc. Mais quand ça s'applique aux sciences humaines, ça signifie la capacité à vivre et à se développer positivement, de manière socialement acceptable, en dépit du stress ou d'une adversité comportant normalement le risque d'une issue négative. Socialement acceptable. Il est là le problème. Au début, elle avait pensé faire appel à des amis, comédiens ou autres, qui seraient face caméra et qui déclameraient son texte, pour finalement se rendre compte qu'il valait vraiment mieux que ce soit elle-même qui dise ce texte, malgré le fait que, aussi bizarre que ça puisse paraître, puisque je pense que vous voyez apparaître des photos d'Alexandra depuis tout à l'heure, Alexandra a le plus grand mal du monde à assumer son image et même sa voix. Donc pour elle, c'était vraiment une prise de risque. Alors pour éviter de paraphraser un peu bêtement ce que nous dit Alexandra, je ne vais pas reprendre un par un tous les arguments. On a tout simplement ici une très belle démonstration faite par cette jeune réalisatrice qui se livre complètement à nous, soutenue par de magnifiques portraits d'hommes et de femmes de tous âges et de toutes les origines. En somme, un témoignage poignant qui ne laisse personne indifférent, je pense, et permet bien au contraire à tout spectateur qui le regarde de faire son propre chemin mental sur cette question. Pour l'anecdote, tous les plans d'Alexandra face caméra ont été tournés en une demi-journée, de 10h à 14h un dimanche. Et pour le reste des images, c'est soit elle qui est allée filmer toute seule des amis, des membres de sa famille, etc. Mais aussi des amis à elle qui étaient trop loin en fait et qui lui ont envoyé des images qu'ils ont filmées eux-mêmes, donc souvent en très gros plan, et c'est effectivement, je suis d'accord avec elle, ce qui rend le film assez touchant. Ce qui m'a tout de suite plu dans ce court-métrage, c'est que je trouve que c'est une sorte de tour de force qu'Alexandra réussit en nous parlant d'une question éminemment universelle, mais en prenant le contre-pied de ce qui est dit habituellement. Parce que c'est vrai, comment on ressort d'un traumatisme ? Moi, c'est une question qui m'intéresse énormément
Et au final, on l'a toujours un peu traité de la même façon, avec nos héros occidentaux la plupart du temps, dans une culture très judéo-chrétienne, des héros qui doivent toujours affronter leurs propres peurs, se dépasser et sortir grandis des épreuves qu'ils ont été amenés à traverser. On a là même le principe central de la plupart des méthodes d'écriture de scénarios aujourd'hui. Et ce, depuis un sacré moment. On n'est pas très loin du surhomme de Nietzsche, et pour cause, puisque c'est bien du crépuscule des idoles de Nietzsche qu'est tiré ce qui est devenu aujourd'hui ce proverbe. D'ailleurs, en faisant mes petites recherches, je suis très vite retombé sur ce livre de Nietzsche que j'avais dû un petit peu parcourir, on va dire, il y a 20 ans. Forcément, j'ai posé la question à Alexandra si c'était en référence à Nietzsche qu'elle avait commencé à écrire. Et très vite, elle m'a dit que non, pas du tout. Elle, ce qui l'intéressait, c'était vraiment plutôt de questionner ce proverbe. En fait, ce qu'on dit habituellement comme ça, sans trop y réfléchir finalement. En effet, qui n'a pas connu, après un moment très difficile, des personnes qui nous disent toujours avec la meilleure intention du monde « Quel courage tu as ! Quelle résilience !» Et c'est en fin de compte cette notion même de résilience qu'Alexandra interroge ici. Cette notion qui, surtout en ces temps troublés, est présente absolument dans tous les discours. Vous savez, notre faculté à encaisser les chocs et surtout à accepter des choses qui, il y a un an à peine, étaient inconcevables. Une nouvelle fois, j'ai pas vraiment de réserve à formuler sur le film d'Alexandra, il est vraiment très très bien. Mais peut-être juste un souhait de ma part, ce serait qu'Alexandra continue et développe même cette thématique dans des fictions. D'ailleurs, je sais bien qu'elle a déjà commencé à l'aborder dans ses 2 premiers courts-métrages et qu'elle est surtout en train de travailler dessus, sur de nouveaux projets, notamment des films d'horreur. Donc, j'ai bien hâte de voir le résultat. C'est avec beaucoup de plaisir que j'ai pu échanger avec Alexandra pour préparer ce numéro. Et je ne peux que la féliciter une dernière fois pour cet essai qui nous fait prendre un peu de hauteur et surtout un recul indispensable en ces temps troublés. Je vous ai parlé de 3 courts-métrages qui ont connu un parcours idéal, permettant à leurs réalisateurs et réalisatrices de gagner en confiance pour continuer toujours plus loin. Dans une période marquée par des incertitudes inédites, il est bon d'avoir la preuve qu'un budget important n'est pas forcément un critère incontournable pour rencontrer un public. Alors peut-être que dans un avenir, espérons-le, très proche, les acteurs institutionnels du cinéma et de l'audiovisuel sauront aider les créateurs indépendants pour leur permettre d'atteindre un public plus large encore. Voilà, c'était les cours primés numéro 1. J'espère qu'il y en aura plein d'autres. Pour ceux qui ont apprécié, je vous invite à découvrir les autres numéros. Il y en a déjà eu quelques-uns depuis le mois d'avril, depuis la création de la chaîne. Et surtout, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à partager. Bla 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 bla, vous connaissez la chanson et comme j'ai mis beaucoup trop de temps à terminer l'enregistrement et le montage de ce numéro, je suis obligé de finir en voix off étant donné que les infos que je donnais à la fin sont déjà obsolètes. Donc, en résumé, le concours de cours Réanimateur 2021 ayant été annulé, principalement à cause du contexte, les courts-métrages que j'ai reçus pour ce concours feront l'objet d'un numéro spécial prochainement. D'ici là, je vais faire une petite pause pour me ressourcer et préparer les nouveaux formats que j'aimerais aborder. Alors je vous souhaite une bien meilleure année et vous dis à bientôt.